Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler évidemment de plateformes de streaming. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée de vacances et nous sommes de retour dans le décor habituel. Et on se retrouve pour parler d'une sortie cinéma qui sort aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo. C'est un film qui m'avait énormément intriguée quand j'avais découvert sa bande-annonce au cinéma parce que j'en avais pas du tout entendu parler et qu'il est typiquement dans les codes du cinéma que j'aime. C'est de la dystopie, il y a un petit peu de science-fiction, il y a un côté post-apocalyptique, bref, tout ce que j'adore. Nous allons parler du film Vesper Chronicle qui est sorti ce mercredi au cinéma et que j'avais trop hâte de découvrir. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Vesper Chronicle est un film d'1h52 qui est sorti aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, le 17 août 2022. C'est un film de type science-fiction, dystopie, et c'est un film qui est belgeo-franco-lituanien. Donc c'est un film qui est, dirons-nous, européen pour faire plus large, mais qui a pour sa grande majorité été tourné en Lituanie. À la réalisation, nous avons Kristina Buosit, j'espère que je prononce bien son nom, et Bruno Samper. C'est un duo de réalisateurs qui a déjà travaillé ensemble sur un film qui est sorti en 2013 et dont je n'avais absolument jamais entendu parler avant de faire des recherches sur eux. C'est un film qui s'appelle Vanishing Wave et qui honnêtement m'intrigue énormément. J'aimerais bien mettre la main dessus parce que après avoir vu Vesper Chronicle, j'ai très envie de voir leur précédente production pour voir si c'est dans le même style, on va dire. Ce sont deux réalisateurs lituaniens qui sont également scénaristes. Ils ont d'ailleurs coécrit le scénario de Vesper Chronicle avec l'aide de d'autres scénaristes qui ont participé ponctuellement. C'est quand même un film qui a mis près de 6 ans à arriver à son aboutissement. Le scénario a pris beaucoup de temps, on va le voir aussi, mais toute la dimension graphique, toute l'image, tout le style du film. Donc il y a beaucoup de travail et ça représente beaucoup d'investissement de la part des deux réalisateurs. Au casting pour incarner l'héroïne, nous avons Raffaella Chapman. Alors Raffaella Chapman, elle a déjà joué dans le film Miss Peregrine et les enfants particuliers qui est sorti en 2016. À part ça, moi c'est une actrice que j'avais pas particulièrement remarquée. Elle a une beauté très particulière qui colle très bien à l'ambiance du film. Je trouve qu'elle est très bien castée. Elle a un jeu qui est sans plus, on va dire très correct, qui passe très bien à l'écran mais qui est pas non plus phénoménal. Après c'est une très jeune actrice et elle incarne ici le premier rôle. Elle porte quand même le film et elle fait du très bon travail dans ce sens-là. Nous avons également l'acteur anglais Richard Brake. Alors Richard Brake, il a participé à la série The Mandalorian. Il est également le roi de la nuit dans Game of Thrones. Et il apparaît également dans deux films de 2018, tout d'abord Mandy et également Perfect Skin. Ce sont deux films que je n'ai pas vus, mais qui sont dans ma liste de recommandations, qu'on a dû me recommander depuis que je suis sur YouTube. Je sais qu'ils sont dans ma liste de recommandations, donc ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu qu'ils appartenaient à sa filmographie. Nous avons un autre acteur anglais qui est Eddie Marsan. Eddie Marsan, je l'ai vu dans un film très récemment, puisqu'en 2022, il a participé au film Netflix en demi-teinte qui s'appelle Choose or Die. Je vous en avais parlé dans mon premier 10 films que je vous ai caché, que je vous mets la petite fiche juste ici. C'est clairement pas une réussite ce film, mais en tout cas il a participé à cette production Netflix. Et en 2013 il avait fait le film Une belle fin, que j'ai vu il y a très longtemps et dont j'ai très peu de souvenirs. Hormis l'affiche, je me souvenais même pas d'ailleurs que c'était lui qui jouait le personnage principal, mais voilà, en 2013 c'était déjà à l'affiche de ce film. Et ma révélation de ce film, c'est Rosie McEwen. Elle est magnifique, elle a une beauté différente, elle est magnifique. Il y a quelques actrices comme ça, parmi lesquelles Eva Green notamment, Anna Taylor-Joy également qui est magnifique, qui, je trouve, ont une beauté magnétique presque étrange. C'est pas du tout négatif dans le sens où je le dis. Et vraiment, Rosie McEwen dans ce film, je l'ai trouvée magnétique et très étrange et très belle, très élégante, etc. Elle a déjà joué dans la série The Alienist, donc l'Alieniste, que je n'ai pas vue mais qui m'avait été également recommandée. Et franchement, le fait de savoir qu'elle est dedans, ça me donne envie de la regarder du coup. En plus, il y a un super casting pour la série Alienist. Franchement, ça a été ma révélation du film. Elle a pas forcément un jeu très diversifié puisqu'elle incarne un personnage un petit peu particulier dans le film. Elle dégage vraiment un truc à l'écran. Alors, que nous raconte ce film qui est donc mené au casting par Raffaella Chapman, une très jeune actrice. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, donc comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'apocalypse, ou en tout cas une destruction majeure qui a eu lieu sur la surface de la Terre et qui fait que le monde porte en tout cas les stigmates. Ces stigmates viennent principalement, en tout cas d'après le scénario, du fait que les hommes aient abusé de leurs capacités qu'ils ont acquis en développant la bio-ingénierie, c'est-à-dire pouvoir programmer
la biologie, si vous voulez, les espèces vivantes, comme on peut programmer une machine. C'est vraiment ça le principe de base du film. L'humanité a accédé à un stade supérieur de maîtrise technique où en fait la machine, la technique a un petit peu fusionné avec le vivant à travers le fait de trafiquer l'ADN, etc. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui les OGM d'ailleurs. Cette bio-ingénierie a tout simplement mené les hommes à leur perte, d'autant plus que la société s'est divisée en deux groupes, une sorte de groupe un petit peu oligarchique qui domine la société, qui a des privilèges et qui vit dans les citadelles, et ceux qui ont été les laissés pour compte, qui essayent de se débrouiller sur les restes de ce monde qui ressemble à une sorte de grand marécage humide, et qui ont pour contrainte supplémentaire que seule la citadelle peut leur délivrer des graines de plantes pour pouvoir manger, et que les graines qu'on leur délivre sont des graines qui sont stériles, c'est-à-dire qu'elles produiront des fruits, mais qu'une fois que la plante est morte, elle ne pourra pas repousser. On peut pas garder une partie de la récolte pour faire des graines et ressemer l'année suivante, ils doivent encore l'année suivante racheter des graines qui seront encore à usage unique si vous voulez. On a un espèce de conflit social, on a un univers post-apocalyptique, très organique, très crasseux, avec un monde qui a évolué d'une façon, enfin une nature qui a évolué d'une façon à ce qu'on ne la reconnaît quasiment pas, en tout cas les espèces, il y a des espèces nouvelles qui sont apparues, et dans ce monde très particulier, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vesper, qui vit seule avec son père dans une espèce de forêt marécageuse, et qui en gros fait tout ce qu'elle peut pour survivre. D'ailleurs, elle a une passion pour cette espèce de biologie nouvelle, et elle essaye de comprendre ce nouveau monde, elle essaye de s'intéresser à la bio-ingénierie. C'est une gamine qui est très débrouillarde, et c'est elle qu'on va suivre dans cette épopée. On va vraiment suivre son combat quotidien pour survivre dans ce monde post-apo, quoi. Le premier point qui est fascinant dans ce film, c'est la direction artistique. On sent vraiment le travail et tout le développement qui a été fait pour en arriver à cet univers qu'on nous fournit visuellement. C'est beau, mais c'est plus que beau, parce qu'en soi, il y a une vraie esthétique, il y a une vraie réflexion esthétique, mais c'est en plus tangible. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ça nous paraît réaliste d'une certaine manière, même si ce sont des plantes, des créatures qu'on ne connaît absolument pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est tangible et c'est cohérent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il mêle des choses que l'on connaît, arbres, mousses, etc., avec de nouvelles créatures biologiques qui ressemblent sans trop ressembler à ce qu'on connaît déjà. Ça crée une cohérence, c'est en plus maintenu dans tous les milieux, c'est-à-dire il n'y a pas un truc de temps en temps, une plante de temps en temps, non, quels que soient les espaces naturels où on va, on croise ces espèces de créatures étranges, cette biologie nouvelle de l'environnement, mais surtout je pense que le génie du film dans ce domaine-là, c'est qu'ils ont utilisé aucun fond vert et qu'ils ont utilisé très peu d'effets spéciaux. Il y a vraiment pour quelques plantes, pour ajouter de la bioluminescence, etc., où ils vont utiliser des effets spéciaux pour les déplacements des plantes et également pour une certaine image à la fin du film, mais sinon, tu le sens que c'est tangible, que ces décors ils existent, que cette créature elle existe, que cette plante, que cette espèce de machin existe. C'est palpable si vous voulez, c'est organique, il y a quelque chose de très organique, presque The Thing si vous voulez, pas du tout dans le même genre parce que c'est pas du tout de l'horreur, etc. Mais il y a quelque chose de très organique, très présent, très là, qui est très agréable et qui donne du corps à l'histoire et qui donne du corps à l'univers et qui lui donne de la tangibilité et du réalisme. C'est poisseux, c'est humide, mais c'est aussi très poétique, il y a un côté un petit peu alchimique, il y a un côté où cette jeune fille, ce jeune enfant, c'est un bébé encore, Vesper là, enfin, c'est un bébé, elle doit avoir 12-13 ans, elle évolue dans ce milieu où elle essaye de faire corps et de comprendre ce qui l'entoure, il y a vraiment quelque chose de très réaliste, et franchement ça c'est le premier très bon point du film. En plus de ça, au niveau de l'esthétique, ils ont vraiment utilisé des codes d'une espèce de fable visuelle, il y a quelque chose de presque magique, de presque enchanté. La nature, qui est pourtant toute torturée, toute bizarre, toute méconnaissable, elle a rien de menaçant. Il y a rien de menaçant, la menace vient plutôt des hommes dans l'histoire, mais il y a quelque chose de presque enchanté. À l'inverse, on va dire, de quelque chose de très esthétique dont je vous ai parlé récemment, je vous ai parlé de la série Sandman, je vous ai dit qu'elle était super esthétique mais qu'elle manquait de vie pour moi, mais là c'est complètement l'inverse. Là où les tableaux de Sandman sont des tableaux visuels très beaux mais très froids et qui manquent de vie, de fourmillement, là ça fourmille de vie, c'est tout éveillé si vous voulez comme environnement, une esthétique qui n'a rien de lisse en fait. Et en plus il y a vraiment des connotations autour des codes du conte ou de la fable, je pense notamment à la scène où on découvre Camélia dans la forêt, enfin on dirait une fée quoi, on dirait une gamine qui tombe sur une fée dans la forêt, qui est entourée de créatures féeriques. Il y a vraiment quelque chose qui relève de ça, qui relève du folklore, folklore des forêts, vous voyez, un petit peu féerique, un petit peu magique. Pareil, le personnage de Jonas, c'est un ogre cet homme, c'est
c'est l'incarnation moderne, on va dire, d'un ogre qui est dans sa masure et qui, quand tu lui voles une poire, il dit tu es allé dans mon potager, je vais devoir me venger, ha ha ha, et qui se nourrit de petits enfants. Enfin, je caricature évidemment, mais je sais pas si vous voyez la figure de l'ogre. Vraiment, il y a plein de moments où j'ai trouvé qu'ils empruntaient énormément au monde du conte et au monde du folklore pour nourrir leur esthétique et nourrir leurs images et nourrir la construction de leurs personnages, et j'ai trouvé ça original dans le sens où le conte c'est un truc qui se fait depuis des millénaires, mais c'est plus quelque chose qu'on voit tant que ça au cinéma en fait. Donc il y a vraiment une ambiance, des décors, des costumes, des personnages, l'absence de trop d'effets spéciaux et l'absence totale de fond vert qui sont très très appréciables, et une vraie humilité dans la poésie qui nous est servie, où tu sens le travail, l'investissement de plusieurs années, et tu sens aussi qu'ils ont fait avec le budget qu'ils avaient. J'ai pas trouvé précisément la hauteur du budget du film, je sais qu'ils ont eu 400 000 € d'aide d'une association européenne pour réaliser le film, mais j'ai pas trouvé plus d'informations sur les autres sources de revenus qu'on peut avoir le film, mais tu sens qu'ils ont pas les budgets d'un Marvel ou d'un Disney ou même d'une plus basse production, si vous voulez, d'une production un peu moins riche que Marvel ou Disney, mais qu'ils ont fait sincèrement du mieux qu'ils pouvaient. Il y a une grande humilité et une volonté de bien faire qui ressort du film, c'est vraiment, moi je l'ai ressenti et ça m'a fait énormément plaisir. Tout cet univers visuel est accompagné d'une BO de dingue. Alors c'est surtout de la musique classique, un petit peu de chant, etc. C'est extrêmement agréable, c'est très beau. La BO est parfois très très présente dans certaines scènes, beaucoup moins présente dans d'autres, mais elle est toujours plus ou moins là en filigrane. Elle accompagne l'action, elle accompagne le déroulé, elle accompagne ce côté magique. La BO est très agréable à l'oreille, et en plus j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant parce que la BO c'est comme un personnage en plus, si vous voulez. On va avoir nos personnages de l'histoire qui se démènent. Il y a l'environnement qui est aussi un personnage très important du film puisqu'il participe à l'action à sa manière. Et la musique aussi participe à l'action à sa manière, et elle participe à tel point qu'à un moment elle devient actrice de l'action, si je puis dire. Il y a beaucoup d'acteurs. La musique qui est là et qui accompagne notre démarche cinématographique depuis le début, à un moment, elle rentre carrément dans le scénario. C'est dire à quel point elle est importante dans le film. Elle est comme un personnage qui attendait à l'affût, qui faisait des petits commentaires de temps en temps et qui attendait à l'affût que son grand rôle arrive à un moment dans le film. J'ai trouvé ça super sympa. En fait, vraiment, pendant tout le film, je disais « Waouh, la musique elle est bien, la musique elle est bien ». Et au moment où il se passe ce qui se passe, je me dis « La musique elle est bien » et en plus... elle sert vraiment quoi, elle est là, elle fait partie prenante de l'action du scénario, j'ai trouvé ça très cool. La VO est également très bonne, donc j'ai vu le film en VO, je peux pas vous dire si la VF est bonne, parce que du coup j'ai vu le film en avant-première en VO, donc j'ai pas pu aller me renseigner sur l'autre version. La VO est très bonne, les sous-titres sont plutôt bons, etc. Je suis tombée amoureuse de la voix de Richard Blake. Richard Blake, il incarne le père de la jeune fille dans l'histoire, et il est incarné d'une façon assez particulière, je préfère pas vous en dire trop pour que vous le découvriez en voyant le film, mais il est presque le Jiminy Cricket de notre héroïne. Il a un ton extrêmement posé, très très agréable à l'oreille, j'ai adoré sa voix, il colle extrêmement bien au personnage, et puis il a un rôle qui est extrêmement difficile dans le film, il fait un boulot de dingue, parce qu'il a un rôle qui est extrêmement difficile, tout ce qu'il arrive à transmettre par la voix off qui nous accompagne pendant tout le film et qui est une sorte de conscience un petit peu qui nous suit dans le film. J'ai beaucoup apprécié, et surtout j'ai beaucoup apprécié sa voix, vraiment il a une très très belle voix. Son personnage m'a énormément touchée dans des biais presque personnels on va dire, enfin presque carrément personnel. J'ai trouvé son personnage très touchant, j'ai trouvé qu'il réussissait un exercice très difficile dans le film, qui transmettait énormément par la voix, par le son, et par le regard dans le film. Je trouve que c'est l'acteur qui démontre le plus de qualité d'acting, même si Rosie McAven est absolument magnifique également, mais c'est pas du tout le même style de jeu. Vraiment, j'ai été bluffée et extrêmement touchée par son interprétation. Au niveau des influences du film et ce à quoi ça m'a fait penser, le film est très influencé par beaucoup de choses. Ça veut pas du tout dire que c'est une copie, hein. Quand je parle d'influence, c'est que vraiment les œuvres artistiques sont entremêlées. Tous les films se répondent entre eux d'une certaine manière. Ils sont tous porteurs d'un héritage qui vient des premiers qui ont expérimenté dans le cinéma. Les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, les œuvres cinématographiques se nourrissent entre elles, et c'est très très bon. Il n'y a pas du tout de notion de plagiat ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qui est revenu en commentaire et je voulais vraiment clarifier ça. Par exemple, dans ce film là, j'ai ressenti beaucoup de Nausicaa, la vallée du vent. C'est pas du tout la même histoire, mais il y a des échos qui sont forts, il y a des messages qui se ressemblent, qui s'entrecoupent. Nausicaa et la vallée du vent, c'est l'un de mes Ghibli favoris avec le château ambulant, et je trouve qu'il y a quelques scènes où t'as l'impression que c'est du Nausicaa version live action. J'ai adoré l'idée, j'ai adoré le concept avec un autre regard et une autre façon de le mettre en scène, etc. et d'autres personnages, mais il y a vraiment un cœur d'idée qui revient.
Puis il y a beaucoup de choses, il y a des influences de Lynch, il y a des influences de Carpenter aussi, je vous ai cité The Thing, mais pas seulement, ce côté très organique, très présent, la façon dont le décor, le réalisme a été apporté à l'image. Forcément, quand on parle de cinéma organique, ça fait penser à Cronenberg également. Il y a un côté Dark Crystal, je sais pas si vous connaissez cette série, elle est assez particulière, moi je l'ai trouvée difficile à appréhender, mais elle est pleine d'originalité et ça m'a aussi beaucoup fait penser à ça. Plus récent, ça m'a aussi fait penser au film Mortal Engine que j'avais beaucoup aimé, mais qui pour le coup, lui, était desservi par son usage trop large des effets spéciaux, je trouve. Si Mortal Engine s'était plus rapproché de quelque chose dans ce style-là, ça pourrait être des films un peu frères et sœurs, dans le sens où les thématiques et la façon d'aborder le post-apo et la dystopie se ressemblent beaucoup, et les thématiques sociales qui sont abordées sont également assez proches, et j'avais bien aimé le film Mortal Engine, j'ai beaucoup plus aimé celui-ci, mais je trouve que c'est des films qui se font écho. Ça fait aussi énormément écho esthétiquement à Tales from the Loop, cette série absolument incroyable qui est sur Amazon Prime, je crois. Tales from the Loop, c'est over perché, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est des décors qui sont notamment pensés par Simon Stalenhag et j'adore son travail. J'ai eu plein d'images de Tales from the Loop en fond d'écran pendant des années. Je trouve que c'est juste beau, visuellement beau. Ce sont des tableaux absolument magnifiques, Tales from the Loop. Mais là où, pour le coup, l'histoire est hyper perchée, hyper complexe à appréhender, pour Vesper Chronicle, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Mais là encore, ça se fait vachement écho. Les grandes machines dans les champs, là, ça fait énormément écho. Et puis, il y a tout ce côté, les codes du conte, les codes de la fable, les codes du folklore, qui vraiment se ressentent et sont très présents. Comme une sorte de retour aux sources, si vous voulez, de retour aux premières histoires, d'une certaine manière. En fait, ce film, c'est une sorte d'inverse absolu de Mad Max. Là où il y a la folie dans Mad Max, il y a la mélancolie dans Vesper Chronicle. Là où c'est sec et qu'il n'y a pas d'eau dans Mad Max, là on a un territoire qui est super humide, mais on retrouve des problématiques qui se font écho, les histoires des pondeuses, le difficile accès à des ressources qui sont nécessaires à la vie, ces espèces de conflits entre des groupes. D'une certaine manière, ils se font écho ces deux films, mais pas du tout dans le même genre, vraiment. Mad Max est ultra excessif, ce film-là est beaucoup plus humble et beaucoup plus proche de la Terre, alors que Mad Max est beaucoup plus perché et proche des machines, justement. Faudrait peut-être creuser l'idée, hein, je vous dis ça comme ça, mais je trouve que c'est deux opposés qui se répondent un peu comme des yin et des yang de la dystopie post-apo, si vous voulez. Après, au niveau du message, il y a un message qui est évident, dont la lecture n'a aucune complexité et ils essayent pas de le cacher. C'est un film qui est très engagé écologiquement, qui est très engagé socialement parce qu'on a cette société qui est divisée en castes, avec une oligarchie pleine de privilèges, qui vit dans un espace de luxe, qui a de la nourriture, de l'alimentation à profusion, et ces autres, laissés pour compte, qui sont dans la survie totale et sont complètement dépendants d'eux. Il y a un message écologique à travers la bio-ingénierie et par extension on peut parler des thématiques du transhumanisme, tout ce qui va être les OGM, le fait de trafiquer l'ADN, trafiquer le vivant. Le film est porteur de ce message-là qui est très actuel dans notre société d'aujourd'hui. D'ailleurs, les graines infertiles dont parle le film, ça existe. On appelle ça le gène Terminator, c'est charmant. Et c'est un gène qu'on peut... Alors, je suis pas une professionnelle, mais en gros, c'est un gène qu'on peut ajouter à des graines ou des cultures pour faire en sorte que ces cultures ne puissent pousser qu'une fois et que les graines qu'elles produisent soient stériles. C'est censé permettre la non-dissémination d'une plante, notamment une plante OGM, dans l'environnement non génétiquement modifié. C'est un brevet qui appartient aujourd'hui à Monsanto, qui a été développé dans les années 80 et qu'ils ont racheté il y a une vingtaine d'années. Ça avait d'ailleurs pas mal fait parler à l'époque. Les réalisateurs d'ailleurs précisent qu'ils se sont directement inspirés de ce concept-là, qui est à la fois très inquiétant et qui peut être également très intéressant pour la science, j'imagine. Mais donc ça existe. Le concept sur lequel il se base dans l'histoire, ces espèces de graines qui ne se reproduisent jamais et ces cultures qui font des one-shot, ça existe et on est en capacité aujourd'hui de les créer. Donc je trouve que le message est intéressant et puis si ça peut faire découvrir à des gens que ça existe réellement dans la réalité, c'est bien. Et le fait que l'héroïne ce soit une jeune enfant presque, hein, elle est à peine au début de l'adolescence, ça fait aussi partie du message. Elle représente l'avenir, elle représente la prochaine génération, elle représente aussi la génération qui paye pour les erreurs du passé, elle et tous les autres enfants qui apparaissent dans le film, donc c'est pas non plus des choix anodins, et c'est ce qui fait que le message du film est totalement limpide. C'est un message écologique engagé, un message social engagé qui est limpide et complètement assumé par le film. Même si, et je tiens à le préciser, et c'est toujours agréable, il est nuancé avec des personnages qui sont ni blancs ni noirs. Tous les personnages sont un mélange des deux, c'est-à-dire ils ont tous en eux ce côté égoïste, ils ont tous en eux cette volonté de survivre pour soi, mais ils ont tous en eux un peu de lumière et un peu de positif. Hein. On n'est pas sur les méchants, les gentils, hein. Sinon j'aurais pas apprécié le film parce que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, sauf quand c'est caricatural dans les comics, mais quand c'est dans ce genre d'œuvre qui se veut porter un message, je préfère quand il y a de la nuance.
Et du coup, si on fait le bilan, j'ai énormément apprécié le film. Honnêtement, je suis heureuse parce que c'est le genre de film un peu qui tout double. Tu vois la bande-annonce, tu vois de beaux visuels post-apo et voilà, tu peux tomber sur quelque chose de peu nuancé ou de trop caricatural. Là, c'est vraiment très beau, c'est très poétique, c'est référencé, tu sens qu'il y a de la réflexion, tu sens qu'ils ont vraiment pensé leur esthétique, pensé leur univers. C'est en fait un conte qui a taille humaine. Après, forcément, le revers de la médaille d'aller sur les codes du conte et les codes de la fable, c'est que ce sont généralement des histoires très simples, avec un début, un développement, une fin, une sorte de quête initiatique si vous voulez, et que oui, en soi, l'histoire est prévisible. Mais c'est pas parce qu'une histoire est simple qu'un film est mauvais. Et en plus, je trouve que vraiment ce qui ressort de ce film, c'est une grande humilité dans la réalisation, un travail sincère, une démarche sincère de la part de l'équipe du film, dans les décors, dans la façon dont ça a été conçu. Tu sens la volonté du travail bien fait, et oui c'est bien fait, et oui c'est beau, et c'est agréable à voir, et tu passes un très très bon moment. Donc est-ce que je vous le recommande? Oui, totalement, d'autant que j'ai très très peur au vu des très nombreuses sorties qu'on a ces semaines que le film passe un peu inaperçu, donc franchement je vous le recommande à 100%. Un très très beau décor, un très bel univers, bien ficelé, bien pensé, des messages qui sont intéressants, simples mais efficaces, des personnages qui sont également intéressants, une grande humanité, bref un film à taille humaine que je vous recommande. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet avis sur le film Vesper Chronicle. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, à réfléchir, peut-être sur le long terme, mais en tout cas j'ai passé un très très bon moment. Je ne suis pas du tout déçue, j'avais des attentes, j'avais une hype pour ce film, et franchement ça a été à la hauteur de mes attentes, j'ai même été surprise, agréablement surprise, et c'est pour le mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le film vous intéresse, si le film vous intrigue, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez apprécié, est-ce que vous irez le voir ou pas. N'hésitez pas également à mettre un petit like, comme vous le savez, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et d'avis sur des films d'actualité. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, comme toujours, de très bon visionnage et nous on se dit à très très vite pour mon prochain avis. De plantes et qui ont pour contrainte supplémentaire du fait que... et qui est pour contrainte... Désolée, pardon. Hier j'ai fait un live chez les Megamax jusqu'à 1h et des bananes du matin. 4 heures de live, c'était très très bien. D'ailleurs si vous voulez voir le replay, c'est sur sa chaîne, comme toujours.